Bienvenue encore sur Perspective Logique. Perspective Logique est cette émission politique qui laisse la jeunesse à parler politique, qui ouvre cette plateforme pour que la jeunesse puisse s'exprimer de manière politique. Et nous ouvrons nos portes, nous offrons notre plateforme à toute personne qui pense apporter une pierre à l'édifice politique de son pays, de son continent et de ce monde. Et nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes options ou avoir les mêmes réflexions, avoir la même disposition d'idées pour que vous puissiez passer sur Perspective Logique. Vous pouvez passer, même si nous avons des idées contraires. Le problème ici ne serait pas de nous convaincre de faire une dispute d'idéologie, mais sera d'apporter des idéologies ou des réflexions qui va aider le pays, le monde à avancer de l'avant. Parce que le monde a besoin de notre intelligence, le monde a besoin de notre réflexion. C'est pour cela que nous avons créé Perspective Logique. Et si cela vous intéresse de vouloir venir participer dans une de nos émissions sur cette chaîne, c'est tout simple. Vous nous envoyez un email, un message sur le téléphone, et nous, par la magie de la technologie, nous ferons le reste. Alors encore je dis, bienvenue sur Perspective Logique. Bienvenue, et je suis très ravi de vous savoir encore très nombreux devant vos postes récepteurs, téléphone, iPad, de nous suivre encore dans cette nouvelle émission de Perspective Logique. Avant que nous puissions aborder le sujet du jour qui s'agirait de la mort de l'ambassadeur italien à l'est de notre République démocratique du Congo, j'aimerais faire une mise au point sur l'émission passée sur le Katanga, où j'ai eu beaucoup à discuter avec beaucoup de gens, et à toute personne, je tiens à vous dire merci. Merci pour vos avis et considérations. Et c'est vrai que le sujet que j'abordais sur le Katanga n'était pas un sujet très sensible, mais il fallait que nous puissions en parler. Et beaucoup de cette vidéo n'était pas destinée aux Congolais. Mais beaucoup plus, dans ma vision de faire, la vidéo était destinée aux Katangais. Beaucoup plus pour ceux qui ont vécu au Katanga, et beaucoup plus que ceux qui ont cet amour de ce pays. En même temps, il était destiné à toute personne qui a l'amour de son pays, dans le sens que je fais. Et je n'ai pas un problème avec la famille Katumbi, mais c'est comme on le dit, c'est la roche de l'iceberg qui cache l'iceberg, ou la montagne qui cache l'iceberg, je ne sais plus bien comment l'expression se dit. Mais je n'ai pas un problème particulier avec M. Katumbi ou son équipe ou tout ça. Parce qu'au Katanga, il y a beaucoup de gens, beaucoup de notables du Katanga qui ont fait des bévues. Plus que même celui de M. Katumbi. Je n'ai pas de problème avec lui, c'était un exemple que je prenais comme ça au hasard. Mais d'ici peu, je vais revenir encore avec un autre document, avec le document à l'appui. Comme ça, nous allons parler sincèrement et réellement de ce que j'allais vraiment dire. Mais moi, au fond de ce que je voulais dire, c'était de demander à ce jeune de prendre conscience que nous, Katangais, nous avons perdu beaucoup de temps en train de louer nos dirigeants. Et nos dirigeants n'ont pas aidé notre province à évoluer. Ce n'est pas notre faute, mais c'est la faute à nos dirigeants. Et moi, j'exhortais beaucoup plus la jeunesse à se prendre en charge et n'être pas derrière eux. Parce que quand nous serons derrière eux, c'est eux qui auront des millions, c'est eux qui auront, leurs enfants auront des voitures et tout. Mais nous, la population, nous allons rester encore en train de souffrir. C'est ça la bataille, le combat que j'ai. C'est ça la bataille que je suis en train de mener maintenant, en ce moment. C'est quelque chose de faire voir aux gens et non m'attaquer aux personnes. Parce que les personnes passent, les gens restent. M. Katumbi a trouvé une situation propice pour lui pour faire son argent. Il passera. Une autre personne qui viendra, et si nous ne prenons pas conscience, arrêtez cette hémorragie de maintenant, fera aussi la même chose. Et voilà, après cette remise au point, nous devons maintenant parler de la situation qui se passe maintenant, qui défraie un peu la chronique. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi cette situation défraie la chronique, mais là, raison ou n'est pas raison d'être. Si je fais cette vidéo,
C'est pas parce que je suis réactif émotionnel, non. C'est parce que je me posais beaucoup à tout temps des questions à savoir pourquoi nous, Africains, les Occidentaux ne le respectent pas. Mais je suis tombé à bout de comprendre une chose, que si les Occidentaux ne respectent pas, c'est parce que nous les avons donné le fouet pour nous fouetter. Ou bien nous leur avons dit de ne pas nous respecter. Ou bien nous agissons de la manière à ne pas nous faire respecter. J'ai fait des discussions aujourd'hui avec beaucoup de mes amis, beaucoup de mes frères, beaucoup des amis sur Internet. On a discuté sur le sujet. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai remarqué, ce qui m'a beaucoup indigné aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de gens ne parlent pas du garde-corps, du chauffeur qui est mort. Mais tout le monde parle de l'ambassadeur. Tout le monde a leurs commentaires braqués sur l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ceci, l'ambassadeur a fait cela, l'ambassadeur a fait ceci. Je veux bien que c'est l'ambassadeur. Je veux bien que c'est la mort. Je ne suis pas content qu'il soit tué. Je condamne avec la plus forte énergie cette mort atroce. Mais je me pose une question. Pourquoi nous n'avons jamais fait le même son de pleurs ou avoir la même énergie de discussion si un de nos frères meurt? Parce que là, nous avons deux cas. Nous avons une mort, en fait, la mort de notre ambassadeur qui est italien, et un Congolais, son garde-corps, son chauffeur qui est mort sur place. Et beaucoup de gens ne parlent pas du Congolais. C'est comme si l'ambassadeur était mort seul. Et si tu ne comprends pas la situation, c'est comme si l'ambassadeur conduisait la voiture seul. C'est comme si l'ambassadeur était seul dans un milieu, s'est retrouvé dans cette embuscade-là, il était isolé, il était seul. Et pourtant, il avait toute une esclave derrière lui. Il avait un chauffeur, il avait un garde-corps. Mais ces gens-là, on ne parle pas. Moi, dans ma compréhension, c'est comme si je dirais, la mort du blanc, permettez-moi de dire ce mot-là, la mort du blanc est plus importante que la mort du noir. Et qui le dit? Ils sont mes frères. Noirs. C'est eux qui sont en train de dire, oh, comment la personne est allée. Non, j'ai suivi beaucoup de commentaires. Et je suis des gens qui, moi-même, je me pose la question, est-ce que ces gens savent la valeur de leur vie? Est-ce que quand ils disent que nous sommes le premier être à avoir apparu sur Terre, est-ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils disent? Quand ces hommes, en plein moment en train de fustiger un certain acte de racisme, un certain acte de racisme, est-ce que sont-ils vrais dans ce qu'ils disent ou bien ils sont vrais que c'est émotionnel? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis vrai, j'étais déçu, ému, étonné de voir des gens réfléchis, qui je respecte et que je continue toujours à respecter, mais avoir un discours que je n'en revenais pas. Qui, quand je leur disais, je dis, ok, l'ambassadeur est mort, mais il y a aussi son garde-corps qui est mort derrière. On balayait de premiers mots qu'on trouvait. La mort du garde-corps et du chauffeur. C'est comme si c'était des hommes, c'était des sous-hommes. Et l'ambassadeur était homme. Et aujourd'hui, on se plaint pourquoi l'Occident nous maltraite. Et aujourd'hui, on se plaint pourquoi l'Occident ne nous respecte pas. Aujourd'hui, on se plaint pourquoi nous ne sommes pas égaux dans nos opérations. Mais attendez, dans la logique des États, les États ne sont pas amis. Ils sont amis par intérêt. Alors, mais s'ils se rendent compte que tu es bête, tu es nigo, tu es naïf, mais ils vont utiliser ta naïveté pour profiter de ce qu'ils veulent. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse nous traiter ainsi quand vous-même vous n'êtes pas, vous donnez cette valeur-là? Personne ne te donnera la valeur mieux que toi-même. Personne ne va t'aimer mieux que toi-même. Parce que c'est un sujet qui m'a toujours repris, qui m'a toujours laissé à faire raisonner. Je vais vous donner un autre cas. Prenons les cas de tous ces morts que nous avons eus.
Et quand les gens passent à la télévision et parlent de mort, vous allez vous rendre compte, on parle toujours de Rossi, Lukulula, Shebea, Reskapangala. Les gens, quand ils parlent, ils citent toujours ces noms-là. C'est comme si ces noms-là, c'est ces noms qui sont battus. C'est comme si ces noms-là, ce serait que ces noms qui ont fait un combat. Mais il y a des gens qui sont morts de manière anonyme. Il y a des gens qui sont morts de manière atroce pour l'indépendance de ce Congo-là, pour la sortie de crise de ce pays-là. Mais parce qu'on ne connaît pas leur nom et qui sont moins zéro que les autres. Et je ne refuse pas le combat de M. Rossi, de Thérèse Kapangala ou des autres, de Kolula ou autres. Mais moi, ce que je veux, si nous devons être justes, nous devons aussi penser à ces héros qui sont battus pour que ce Congo ait un changement. À ceux qui on a tué pour que ce Congo puisse prendre un brin de souffle. Et moi, je me refuse que ce combat soit calqué par certaines personnes. Un jour, nous devons faire un monument pour ces personnes. À l'est du pays, c'est plus de 6 millions de personnes qui s'amarrent. Non, yeah. Mais quand nous citons les morts, nous n'arrivons même pas à ça. C'est déplorable. Soit on les cite personne, ou soit on cite tout le monde. Ça serait une justice. Ça serait juste en fait dans ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte que un ambassadeur qui quitte Kinshasa, qui prend un vol, qui va au niveau de l'est du pays dans une zone rouge sans se faire signaler. Et quand il meurt, il y a toutes ces personnes de manière, je dirais de manière épidermique, se plaignent. Oh, comment ce monsieur est allé là-bas. Soi-disant combattre la famille, l'institution de famille. Comment ce monsieur pouvait se retrouver à ce point-là, seul, sans MONUSCO, sans garde, ou même sans se faire annoncer par l'autorité du point que je suis arrivé, pour qu'il y ait quand même une protection adéquate due à son rang. Le monsieur est allé seul. Il y a des photos qui circulent où le monsieur est allé dans des lignes, dirigé par des enfants. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il a mis là. Dieu seul saura la raison, si sa raison était noble, ou c'est une personne qui veut aussi s'enrichir comme les autres. Aujourd'hui, il est bien de condamner, il est bon de condamner. Nous avons toujours été inégaux. Parce que la guerre de l'Est, ce n'est pas une guerre d'armes. C'est une guerre de coopération. Je vais vous faire voir. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda transforme l'or, transforme le cobalt, transforme l'uranium, a des usines de transformation chez lui. Tous nous savons qu'ils n'ont pas ces minéraux dans leur sol. Même dans des grands journaux, dans des grandes revues, vous verrez, oh, le Rwanda exploite le coltan du Congo. Avez-vous entendu que ces coltans ont été mis hors de vente? Non. Avez-vous entendu que ces coltans ont été retirés de marché? Non. On a seulement écrit dans un journal. Et nous, quand nous disons, oh, la France a dit, hein, la Belgique a dit. C'est un papier de chou. Parce qu'ils l'ont écrit sur une feuille, et donc dans un journal. Vous le lisez, ça vous calme l'esprit. Et pour cela, l'avoir vu dans un journal, avoir fait toute une émission dessus, a-t-il arrêté le Rwanda, l'Ouganda, exploiter l'or et le coltan du Congo? Non. Il continue. Grave ma foi.
Tu lis dans une revue, on te dit le Rwanda est premier producteur du coltan au Congo. Comment le Rwanda peut être premier producteur du coltan d'un produit ou d'un minerai qu'il n'a pas? Si nous ne prenons pas en charge, si nous, Congolais, nous ne disons pas la vérité en face, cette guerre-là va finir. Cette guerre-là, c'est 23 ans. Mine de rien, c'est 23 ans. Arrêtons de jouer à l'hypocrite. Arrêtons à être hypocrite. Cette guerre-là, c'est 23 ans que cette guerre-là dure. À mes humbles connaissances, le Congo ne produit pas d'armes, ou ne fabrique même pas d'armes, ou on n'a même pas une usine d'assemblage d'armes au Congo. D'où viennent ces armes qui ravitaillent les rebelles? Et nous, à l'est du pays, qu'on a des morts chaque jour. Depuis 23 ans, il y a des gens qui meurent chaque jour. Personne ne s'indigne. Mais un ambassadeur qui meurt, toutes les radios qui sont allumées. Et tu vas voir dans cette émotion-là de presse, certains Congolais, hypocrites, naïfs et bêtes, sur le mouvement. Mais s'il te plaît, sans réfléchir, on a plus de 8 millions de morts dans ce coin. C'est rien que 2, 3, 4 revues qui en parlent. Mais après ça, ils ferment les yeux. Si dans leur pays occidental, on peut protéger un chien, si avoir tué un chien peut t'amener 10 ans en prison, nous nous ramenons dans la tête que un chien porte plus de valeur qu'une personne noire. Si il y a des associations qui peuvent protéger les animaux, mais toutes les associations qui peuvent protéger les hommes et l'humain noir n'existent pas. Ce sont entre guillemets. Alors, nous devons nous prendre en charge. Nous devons savoir ce que nous voulons. Parce que si nous avons ce comportement, même dans 50 ans, on ne se fera jamais respecter. Nous aurons beau crier, nous aurons beau parler, nous aurons de très beaux discours. Mais si nous ne savons pas nous faire respecter, de toute façon, on restera la même. Apprenons à nous faire respecter. Déjà en premier. Et moi, je suis très déçu de voir des journalistes de presse reprendre impérativement les phrases de M. Félix Tshisekedi quand il disait que je vais établir mon état-major à Kisangani, je veux venir vivre avec vous et parler avec vous, et vivre avec vous au quotidien, et nous allons régler ce problème ensemble. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il faut utiliser au départ. Parce que Félix Tshisekedi a compris que la situation en fait à l'est de notre pays n'était pas armée. Parce que la plupart des personnes qui contrôlent ces rébellions-là sont dans la population. Et les gens les connaissent. Sont dans la population, certains des rebelles, les gens les connaissent. Mais quand vous allez trahir, quand vous allez les dénoncer, ils se font peut-être arrêter, ils sortent encore parce que c'est une compétition qui est autour. C'est de l'argent qui est autour. Et moi, je pose une question à beaucoup de gens qui parlent de ce coin-là. Je me pose une question à savoir, je n'ai jamais entendu une fois où il y a eu une attaque dans une région de mine, une attaque
ou où des trésors tentent de faire leur coltan, leur or et leur minerai. Il y a eu un groupe de rebelles FDLR, quel que soit d'où il vient, ont été attaqués. Jamais. Mais malheureusement, c'est la population où elle vit sous terre. Il y a des minéraux. Il faut les évacuer pour continuer à exploiter. Et de ça, il y a des traîtres congolais. Il y a des Congolais qui ont permis, pour l'argent, un désir des millions, de faire tuer ses frères. Pour que eux, ils soient en millions, ils soient comptés dans les grandes bourses. Mais n'oublions pas que tu peux être millionnaire, billionnaire, whatever, what you want. Il y a toujours une mort derrière qui vient. Et tous ces millions, tous ces billions, couverts de sang bien sûr, ne vont pas te servir au-delà. Je me demande à quoi te servirait de laisser tes frères tuer pour avoir un gain sanguinaire, pour avoir de l'argent de sang. Je me demande à quoi serait l'intérêt de le faire. Parce que la plupart des chefs de guerre, la plupart d'entre eux sont des Congolais. Et les gens les connaissent. Et ils font leur business. Tranquille. En tuant les autres. En faisant cela, c'est pas dire que je suis en train de cautionner la mort d'ambassadeur. Je compatis avec la République italienne. Je compatis avec sa famille. Mais moi, je me dis, si la presse internationale était aussi si active sur nos millions de morts, il y aurait eu un changement. Mais comme c'est un coup dans lequel ils sont, en disant malheureusement nos voisins pour cela, ils veulent faire le sang. Mais nous disons que le vrai meurtrier, c'est eux. Et nous devons tous nous mettre en bloc pour barrer cela. C'est possible. Et sans oublier, moi, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui, certains opposants, que M. Fayulu, Rwanda, Mozito, toute cette clique-là, puissent vous dire que c'est le Rwanda qui dirige. Ah, God. Parce qu'à un moment donné, vous allez le comprendre, qu'il y avait un des combattants qui se disait résistant, qui avait fait un voyage au Rwanda pour aller demander au Rwanda de leur armée pour chasser Kabila, M. Kabila au pouvoir. Et tu verras les mêmes personnes, ils ont fait le voyage de l'Europe, Rwanda, logé, nourri par le gouvernement rwandais. Mais tu vas les voir sur YouTube, fâchés, énervés, comme si ils étaient plus congolais que nous. Mais ils ont oublié qu'ils ont trahi la nation. Ils ont oublié qu'ils ont trahi les siens pour l'envie du pouvoir. Mais quand M. Fayulu et Mousso vous le dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous en faites un problème? Mais le Rwanda, c'est leur dirigeant. C'est leur chef. Ils pensent que comme ils ont été eux facilement roulés, ils pensent que c'est tout le monde qui va se faire rouler. Alors moi je demanderais à beaucoup de gens de ne pas avoir
à tête de discours-là, nous avons un pays qui est par terre, que nous devons reconstruire, alors nous devons le reconstruire avec des idées très positives. Avant que je ne finisse mon émission, j'ai un message particulier à M. le Président. Monsieur le Président, avec le respect que je vous donne, je viens vous demander quelque chose. Pas vous imposer, mais demander des choses. Vous êtes un monsieur à grand cœur, un monsieur qui comprend, un monsieur qui se compatit. La tâche que vous avez en ce moment est très difficile. Malgré vos multiples occupations, vous avez fait le déplacement pour compatir avec la famille de l'ambassadeur italien. Et vous avez pris, dans votre suite, il y a eu Madame Denise qui a contacté. Monsieur le Président, vous êtes le président du Congo. Et moi je dirais, et dans cette même attaque ignoble, il y a eu des Congolais qui ont perdu la vie. Monsieur le Président, moi je serais heureux de savoir que vous avez aussi rendu visite à la famille du défunt. Parce que tous nous savons que nous avons tous un même sang, que la vie d'un noir, d'un blanc, la vie d'un Italien, d'un Congolais se valent. Monsieur le Président, allez voir la famille congolaise, les familles en fait des Congolais perdues dans cette ligne d'attaque, comme je l'ai dit, va conforter plus tard. Va conforter, comme je disais plus tard. Va donner du boom à plus d'une famille. Et vous aurez beaucoup gagné en sympathie. Parce que si vous arrêtez rien qu'à voir la famille italienne, beaucoup de gens le prendront pour juger contre vous et dire, voilà lui. Il a peur de l'occidental ou de l'occidentaux. Il est allé vite s'appeler à la famille et ses compatriotes, et les gens pour qui il est président, il a voté en touche. Ce président, je vous connais personnellement, et je connais le grand corps que vous avez. Nous avons eu à discuter sur le Congo, monsieur le président. Je vous en conjure. Les familles des victimes congolaises se sentent congolais, se sentent qu'ils ont un père, se sentent qu'ils ont un président. Alors on les voit, ce président, vous allez consoler plus d'une famille. Merci beaucoup, monsieur le président.